Si je donnais un héritier à la reine serpent extraterrestre, elle m'accorderait un trône. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. D'où regardez-vous aujourd'hui? Veuillez commenter ci-dessous. De plus, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cet article. Le son du tuyau métallique heurtant le sol cristallin résonnait dans toute la grande arène avec un sentiment de finalité lugubre. Un son qui fut presque instantanément noyé par le rugissement tonitruant de la foule. Fred se tenait là, haletant, le goût cuivré de son propre sang, encore âcre sur sa langue, sa poitrine se soulevant avec des respirations rauques et brûlantes, qui ne faisaient rien pour éteindre le feu dans ses poumons. La créature, avec ses membres multi-articulés tordus à des angles étranges, gisait immobile à ses pieds, son œil bleu collant saturé d'un mélange de sa sueur et du gilet déchiré qu'il avait emprunté. Il jeta un dernier regard fatigué au gladiateur nitrin, vaincu ne ressentant aucune victoire, mais plutôt la profonde fatigue d'un homme qui avait été poussé jusqu'à la limite et l'avait en quelque sorte surmonté. Après que son transporteur de fret, la folie du nomade, ait été saisi pour une fausse violation des douanes, c'était ça le résultat de semaines passées dans les arènes de combat, une extorsion traditionnelle sur un monde éloigné. La seule façon pour lui de s'échapper était de gagner la compétition du grand diadème. Il prit un dernier risque désespéré dans une tentative de récupérer son vaisseau spatial, son indépendance et l'existence solitaire qu'il s'était établi parmi les étoiles. Sentir le bourdonnement familier des moteurs de son vaisseau sous ses bottes et laisser les tunnels éblouissants et claustrophobes de Nitra devenir un souvenir flou dans son rétroviseur, tout ce qu'il voulait, c'était foutre le camp de ce rocher incrusté de bijoux. Ses jointures blanchissaient autour du tuyau endommagé qui avait été sa seule arme. Fred redressa son dos douloureux alors que le tumulte des spectateurs extraterrestres s'estompait et était remplacé par un murmure faible et anticipatoire. Au lieu de cela, il vit une phalange de gardes royaux se déplacer silencieusement et gracieusement sur le sol de l'arène, alors qu'il scrutait les sièges à la recherche des officiels qui lui remettraient son prix. Leurs lances cérémonielles dont les pointes brillaient d'une force mortelle étaient tout sauf cérémonielles et leur armure d'obsidienne polie semblait dévorer la lumière. Ils ne se dirigeaient pas vers les maîtres de l'arène ou le gladiateur vaincu. Ils avançaient en un cercle parfait et inévitable vers lui. Son estomac se contracta avec une angoisse nauséabonde qui était plus froide et plus lourde que sa fatigue. Ce n'était pas le cours des événements prévus. Au lieu de la garde personnelle de la reine, les vainqueurs furent conduits au bureau du trésorier. Un acte de défi inutile contre une force si écrasante, il resserra son emprise sur la pipe, tandis que son esprit parcourait une douzaine d'alternatives terribles, chacune pire que la précédente. Il fut arrêté devant lui par le grand capitaine de la garde aux yeux reptiliens, dont les écailles étaient de la couleur du vieux sang. « La reine va vous recevoir maintenant », grogna le garde d'une voix sans émotion, et avec cette seule parole terrifiante, le désir de Fred de sortir rapidement fut réduit en 1 million de fragments scintillants, tout comme le sol sous ses bottes. Au lieu de cela, il fut guidé à travers des couloirs qui semblaient défier toute architecture humaine plus profondément dans le cœur cristallin de la planète, en passant devant les flèches administratives et les baies d'amarrage à travers des murs qui n'étaient pas construits mais plutôt cultivés d'énormes facettes translucides de saphir et d'améthyste qui pulsaient d'une douce lumière interne, créant des motifs changeants de bleu et de violet à travers la procession silencieuse. À chaque pas que Fred faisait au milieu de la formation de garde, son corps meurtri hurlait de protestation. Son esprit était un tourbillon de peur et de confusion, et l'air devenait plus pur et plus froid, perdant l'odeur d'ozone et de sueur extraterrestre de l'arène et la remplaçant par le parfum stérile de pierre polie et quelque chose d'autre, quelque chose de légèrement floral et enivrant. Il était un pilote de fret, un inconnu habile à se faufiler à travers les champs d'astéroïdes et à négocier avec des maîtres de port corrompus et non quelqu'un qui méritait une audience privée avec un roi. La taille écrasante du palais était censée faire sentir à chacun petit et insignifiant, et elle y parvenait avec une efficacité étonnante.
Ils traversèrent des arches sculptées dans des émeraudes parfaites et uniques et passèrent sur des ponts qui traversaient des gouffres remplis d'une brume éthérée et lumineuse jusqu'à ce qu'ils arrivent à un ensemble d'énormes portes faites de ce qui semblait être de la lumière de lune solidifiée, et elles s'ouvrirent silencieusement pour révéler le trône massif. C'était une géode d'une taille insondable, une sphère creusée de diamants noirs et de quartz scintillants qui brillait de la lumière de 1000 étoiles capturées, et en haut d'énormes formations cristallines pendaient comme des lustres silencieux et endormis, leurs pointes dirigées vers le sol poli, aspirant l'air des poumons déjà épuisés de Fred. La reine, dont la moitié supérieure était humanoïde, royale et puissante, avec une posture fière et une peau faite d'écailles scintillantes et imbriquée d'émeraudes et d'or, était assise au milieu de tout cela sur un trône sculpté dans un seul bloc d'obsidienne intacte qui semblait absorber toute lumière et tout espoir. C'était trop pour l'esprit fatigué de Fred à comprendre. Mais en dessous de sa taille, elle était tout autre chose, vêtue de soie fine et irisée, qui ne faisait que peu pour cacher la force formidable de sa forme, la courbe généreuse et écailleuse de sa poitrine, et d'élégantes froufrous en forme d'éventail délicat, comme du verre filé, encadrant un visage à la fois beau et terrifiant, dominé par de grands yeux dorés intelligents qui semblaient le transpercer de leur regard. Une section de sa queue plus épaisse que le corps entier de Fred était drapée sur le côté, son extrémité frémissant presque imperceptiblement. Son corps inférieur était celui d'un serpent massif, une extension vivante du trône lui-même, avec ses immenses anneaux de muscles émeraudes et or reposant en une grande spirale puissante sur le dais. Elle était magnifique, terrifiante, et le centre absolu du pouvoir, dans cette vaste caverne scintillante. Sa voix résonnait dans le silence profond, un sifflement bas et mélodieux à la fois captivant et profondément déconcertant. Elle l'enveloppait, une présence physique dans l'air, et il sentait les gardes derrière lui bouger leurs lances, une silencieuse mise en garde. Tu te bats avec la désespoir d'un animal acculé humain. Fred se força à retrouver la défiance cynique qu'il avait maintenue en vie jusqu'à présent en se forçant à regarder au-delà de l'admiration et de la peur pour croiser son regard. « Je me bats pour survivre », rétorqua-t-il, sa voix ferme mais instinctive, sa main atteignant automatiquement le poignard cérémoniel qu'il lui avait donné comme symbole de victoire, un bibelot inutile et fragile comparé à l'arme vivante assise devant lui et aux gardes qui maintenant surveillaient chacun de ses mouvements. Un sourire lent et reptilien toucha ses lèvres, un geste dépourvu de chaleur. « Tu peux t'arranger pour survivre, » dit-elle. Une section de son énorme queue se détacha également de la spirale principale, pendant qu'elle parlait, glissant sur le sol brillant, dans un silence qui semblait plus sinistre que n'importe quel son. Elle coulait vers lui comme une rivière de muscles écailleux, avec une fluidité hypnotique. Une pointe magnifiquement effilée d'or étincelant s'éleva du sol et s'enroula doucement, presque avec méfiance, autour de sa cheville, tandis que Fred tenait bon, son cœur battant contre ses côtes. La force derrière la pression était évidente, une garantie de contrôle total, même si ce n'était qu'un simple contact. Elle ne quittait jamais ses yeux dorés de lui. Ils étaient perçants et analytiques, le disséquant couche par couche. « Il y a une crise dans ma dynastie », ajouta-t-elle. Une dureté plus pratique remplaça la beauté mélodieuse de sa voix. Chaque génération amincit notre lignée. Carrie et Birds, deux de mes adversaires, se regroupent autour de ce qu'ils considèrent comme un trône en déclin. Ils murmurent sur mon incapacité à avoir un successeur de la fin de ma lignée. Son regard intense perça ses barrières et révéla les couches de sa personnalité. Fred, je t'ai observé. J'ai vu tes combats dans l'arène. Cependant, ce qui a vraiment éveillé mon intérêt, ce sont vos données biologiques qui ont été récupérées lorsque votre vaisseau était en détention. Vous avez un code génétique fort et désorganisé qui est complètement différent du nôtre. Mon peuple n'a pas vu une telle vitalité et un tel potentiel débridé depuis des millénaires. C'est exactement ce dont nous avons besoin.
Pas douloureusement, mais suffisamment pour lui rappeler sa posture vulnérable, la bobine autour de sa cheville se resserra. Elle proclama « Je t'offre un trône à côté du mien », ces mots flottant comme des gemmes dans le ciel. Une richesse au-delà de la compréhension de votre espèce, un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle avait un regard perçant et impitoyable qui rendait tout compromis impossible. « J'aurai un héritier en échange. Mon peuple entrera dans une nouvelle ère grâce à tes gènes et à ma force. Nous pourrions créer des dieux. » Fred la regarda, ses pensées tourbillonnant, alors que la pleine force de sa suggestion le frappait. Il détourna son regard de son visage magnifique et royal vers l'énorme figure serpentine qui l'emprisonnait. Tout était si exotique que cela menaçait de le submerger. Il n'y avait pas d'offre ici. C'était une déclaration de propriété. Il n'y a eu aucune négociation. C'était ce qu'il avait accepté quand il avait abandonné. Un étalon pour une reine qui contrôlait un monde de cristal et d'ombre, il était un spécimen biologique choisi dans un but particulier, un prix qu'elle avait gagné dans ses jeux. Il sentait chaque instinct de survie hurler en lui, mais il n'y avait nulle part où fuir. Devant lui, la reine était une force inévitable, tandis que derrière lui, les gardes formaient un mur de lances et d'armures d'obsidienne. Il était convaincu que le refus était une condamnation à mort, une fin rapide et inutile sur le sol de cette pièce luxueuse. L'acceptation, en revanche, était une vie de luxe et de servitude, une prison dorée aux proportions inimaginables, irrévocablement liée à cette créature forte et dangereuse qui pouvait l'écraser aussi facilement qu'elle pouvait l'embrasser. Sa liberté, son vaisseau et la grande promesse non tenue de l'espace étaient tous là. Était un pur produit de l'imagination. Avec le poids frais et lourd de la queue d'une reine enroulée autour de sa cheville, son voyage avait pris fin ici, à la base du trône d'un serpent, scellant un accord auquel il ne pouvait résister. Dans les jours qui suivirent sa rencontre avec la reine, il vécut une vie bizarre qui oscillait brusquement entre les extrêmes du luxe et de la menace, un flou vertigineux de luxe et d'emprisonnement. Avec des soies si fines qu'elles ressemblaient à de l'air liquide contre sa peau, un lit assez grand pour accueillir un sommet diplomatique et une suite de pièces qui faisaient ressembler les quartiers de son capitaine sur le Nomad's Folly à un conteneur de fret désaffecté, Fred se retrouva installé dans la suite. Les repas étaient des affaires sophistiquées, avec des viandes préparées si douces qu'elles se désintégraient sur la langue et des assortiments de fruits exotiques qui éclataient de saveurs inconnues. Servis sur des assiettes en cristal poli par des serveurs discrets et silencieux qui se déplaçaient avec l'élégance glissante des gardes. Cette extravagance, cependant, n'était que la surface d'une cage incroyable. L'armure d'obsidienne et les yeux de reptile impassibles de la garde personnelle de la reine qui patrouillait chaque couloir servaient de rappel constant et troublant de sa position. Il était un prisonnier, mais un prisonnier vêtu de soie et nourri de mets raffinés. Dans les couloirs scintillants, les courtisans qu'il rencontrait s'inclinaient profondément par respect, leurs propres traits écailleux figés dans des masques de distinction polie, mais leurs yeux avaient un intérêt prédateur, une évaluation calculatrice qui hérissait les poils de son bras. Aucun d'eux ne s'adressait à lui. Il était le nouvel animal de compagnie de la reine, un spécimen biologique, une curiosité. Et il pouvait sentir leur chuchotement et leur jugement le suivre comme une ombre inébranlable. Sans tarder, la reine commença son éducation qui portait plus sur l'endoctrinement dans le royaume amer de la politique de Nithterine que sur l'étude. Il suivait Lucie comme elle insistait qu'il l'appelle lors de leurs séances privées, à travers le palais labyrinthique, ses gigantesques anneaux, la propulsant avec une force hypnotique qui le fascinait et l'horrifiait à la fois. Son sifflement bas fournissait un commentaire continu sur les divers nobles et dignitaires, soulignant leurs objectifs, leur vulnérabilité et leur allégeance. Pendant ces tournées, il prit conscience pour la première fois de l'identité de Lord Viss, un chef dynastique rival aux yeux qui brillaient d'une lumière glaciale et sans vie d'une étoile mourante et aux écailles de la couleur de l'obsidienne polie.
Son utilisation de la tradition comme une arme ses doutes explicites sur sa capacité à régner sans héritier et son incitation subtile aux angoisses des petites maisons faisaient tout partie de la haine soigneusement calibrée de Lucie pour lui. Son cynisme humain s'opposait à son pouvoir royal lors de leur première rencontre, qui était une lutte de volonté incessante et épuisante. Il s'irritait de son adoration souvent avec un esprit sec et sardonique qu'elle trouvait manifestement ennuyeux en réponse à ses explications sérieuses des anciennes coutumes. Elle lui répondait avec un mélange déroutant de mépris et d'intérêt intellectuel sincère, le traitant comme s'il était un puzzle particulièrement difficile qu'elle s'était engagée à résoudre pour le bien de son royaume. Un briefing ennuyeux sur les tarifs commerciaux intergalactiques fut la première fissure inattendue dans le mur impénétrable de leurs relations hostiles. L'attention de Fred ne cessait de se porter sur les motifs élaborés du plafond, car le sujet était d'une ennuyeuse à mourir. Quand Lucie était à mi-chemin d'une longue discussion sur la signification historique d'un traité spécifique avec une forme de vie gazeuse d'un système voisin, Fred ne put s'empêcher de murmurer à lui-même « Je parie qu'elle est un vrai gaz au fait ». Ces remarques résonnèrent dans le silence de la salle de stratégie, même s'il n'avait pas eu l'intention qu'elle les entende. Alors que le ministre qui présentait le rapport se figeait, la bouche ouverte, le garde se tendait. Fred s'attendait à recevoir une réprimande royale, mais au lieu de cela, la reine fit un bruit étrange. Le son était si étrange et déplacé qu'il lui fallut un certain temps pour le reconnaître comme un rire bas et grondant. Quand ses yeux dorés croisèrent les siens, la reine impérieuse disparut brièvement et fut remplacée par une personne qui reconnaissait l'absurdité totale de la situation. Quelque chose avait changé entre eux, mais le moment était passé aussi vite qu'il était arrivé, sa prestance royale étant rétablie. Plus tard, cette semaine-là, alors qu'elle se tenait sur un balcon élevé, avec vue sur l'horizon vaste et lumineux de la Géode, elle a reconnu le poids de sa couronne, sa voix devenant moins autoritaire et plus empathique. « Il voit une reine !» dit-elle, les yeux perdus dans les flèches de cristal scintillantes, en dessous un morceau de son énorme queue, appuyé contre la balustrade du balcon, comme un poids de plomb. Il ne voit pas la femme qui craint que son héritage ne soit rien de plus que de la poussière, un nom oublié dans une longue lignée d'échecs. Cette vulnérabilité, nouvellement découverte, n'éliminait pas la tension physique qui imprégnait chaque pièce qu'il partageait, sa queue semblant agir de sa propre initiative et frôlant fréquemment sa jambe dans un geste apparemment anodin qui envoyait une onde de choc d'adrénaline pure à travers son corps, un rappel physique et troublant de leur contrat et du but biologique qu'il était censé servir. Il était parfaitement conscient de son pouvoir, du fait que le même corps qu'il était censé partager était celle qui pouvait l'écraser sans une pensée. Ce paradoxe le maintenait constamment sur le qui-vive pris entre une peur profonde du prédateur et une admiration réticente pour la femme. Il commença à passer ses longues heures libres, à explorer les couloirs moins fréquentés du palais, en partie pour cartographier des itinéraires d'évasion possibles, et en partie pour simplement s'éloigner de l'attention suffocante de la cour. Il l'a découvert dans une salle d'archives abandonnée, un endroit où la poussière de l'histoire éteinte était épaisse. En passant sa main le long d'une rangée de cristaux de données, il sentit une partie du mur céder légèrement. Par curiosité, il poussa et un panneau dissimulé s'ouvrit, révélant une petite cavité sombre avec une seule puce de données non marquée, sa surface fraîche au toucher. Fred inséra la puce dans son bloc de données personnel, une relique de son ancienne vie, qu'il avait réussi à préserver, et il attendit un moment avant qu'un fichier crypté n'apparaisse à l'écran. Il lui fallut près d'1 heure pour percer les procédures de sécurité nitérines désuètes, et ses anciennes compétences de contrebandier lui furent utiles de la manière la plus inattendue. Il ouvrit le fichier et ne vit pas les plans du palais ou des données officielles, mais les gribouillis désespérés et frénétiques d'un carnet personnel, et apprit bientôt que l'auteur n'était autre que son prédécesseur, un autre hors-mondain nommé Kalin, qui avait été amené à Nith-Terre pour la même raison.
Mais au fur et à mesure que les entrées se succédaient, le ton changeait radicalement, l'émerveillement cédant la place à une paranoïa rampante qui semblait émaner des mots sur l'écran. Kalin écrivait qu'il était surveillé, que des chuchotements cessaient quand il entrait dans une pièce, que la nourriture avait un goût étrange et le laissait faible pendant des jours. Les premières entrées étaient pleines d'admiration et d'émerveillement à propos du palais de cristal et de la belle reine intimidante. Une dernière entrée était un court message effrayé, écrit d'une main tremblante. « Visc était là, disait-il. Il sait que je sais. » Il souriait. « Les gardes sont à ma porte. Ce ne sont pas les gardes de la reine. » Et puis, plus rien. Il soupçonnait une conspiration, un complot au sein de la cour pour s'assurer que la reine ne produirait jamais d'héritier viable à moitié sang, déstabilisant ainsi son règne. Fred regarda l'écran, le sang glacé dans ses veines. Ce n'était pas une simple cage dorée, c'était un piège mortel. Kalin n'avait pas simplement échoué, mais avait été méthodiquement isolé, discrédité, puis tué, et Fred était le prochain sur la liste. La tablette de données lui semblait être un bloc de glace dans les bras. Dans la faible lumière de ses appartements, l'écriture lumineuse du journal de l'homme mort jetait une lueur fantomatique sur son visage. Le luxe stérile de la pièce lui semblait soudain comme un mausolée. Les soies fines sur le lit lui semblaient comme un linceul, et le silence n'était plus paisible, mais prédateur, rempli de l'écho glaçant des dernières pensées terrifiées d'un homme mort et des fantômes de murmures. Kalin était une marque sur son esprit. En plus d'être un prédécesseur, il était un avertissement, une feuille de route vers une exécution méticuleusement planifiée. Chaque courbette courtoise d'un cordier, chaque repas agréablement fade et chaque moment de solitude étaient désormais perçus sous un nouveau jour sinistre. Chacun était un mouvement possible dans un jeu dont il commençait seulement à comprendre les règles, et la connaissance que cela ne concernait pas son aptitude en tant que consort, mais plutôt son échec imminent et sa mort le frappa comme une pierre, un nœud dur de peur. Un besoin primitif de se frayer un chemin hors du palais, de voler un vaisseau et de courir jusqu'à ce que Nitra ne soit plus qu'un mauvais souvenir, fut son premier instinct. Cependant, la futilité de cette impulsion fut immédiate et écrasante. Il se trouvait sur un monde hostile, profondément sous terre, entouré de guerriers élevés pour traquer et tuer, et son visage était désormais inextricablement lié à celui de la reine. Fuir n'était pas une option. Sa survie n'était plus un objectif solitaire, elle était désormais fatalement et irrévocablement liée à la survie de la reine. C'était simplement une manière plus rapide de mourir. La logique glaçante de sa situation le submergea, étouffant la peur et la remplaçant par une résolution sombre et froide. Il était un pion dans son jeu, oui, mais si la reine tombait, le pion serait écrasé avec elle. La seule voie à suivre, le seul espoir qu'il avait, était de renverser le jeu, et cela signifiait prendre le plus grand risque de sa vie. Si son ennemi réussissait à démontrer qu'elle était incapable de porter des enfants, son règne prendrait fin et il serait jeté comme dommage collatéral d'une autre expérience ratée. Il devait faire confiance au serpent. Fred traversa le palais avec un nouveau but, ses errances précédentes remplacées par une démarche déterminée, serrant la tablette de données comme une relique sacrée. Les gardes qui le regardaient passer avaient toujours la même menace silencieuse, mais maintenant, il les voyait comme plus que ses geôliers. Ils étaient des pièces sur un échiquier et leur loyauté était un point d'interrogation qui pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Au lieu de trouver Lucie sur son trône, il la trouva enroulée autour de la base d'un arbre de cristal, pleurant les yeux fermés. Le masque royal temporairement enlevé dans l'arboretum royal, une vaste caverne humide où d'étranges plantes bioluminescentes projetaient une douce lumière bleu-vert sur tout. « Votre Majesté », dit-il, sa voix ferme mais calme, et ses yeux s'ouvrirent brusquement, les iris dorés, instantanément vifs et alertes, la reine de retour à sa place. Pendant un instant, il ne vit pas la reine, mais la femme qu'elle avait avouée être celle qui craignait que son héritage ne devienne poussière.
Il faillit faire demi-tour, sa détermination vacillant à l'idée de briser sa paix avec la laide vérité du journal. Mais le souvenir des derniers mots terrifiés de Câlin le poussa en avant. Elle fit bouger l'une de ses franges en forme d'éventail en le regardant avec une fascination calme. Il ne perdit pas de temps avec les procédures ou la politesse. Il s'avança simplement, se mit à genoux comme c'était la coutume, et tendit la tablette de données. Il parla d'une voix ferme, malgré son cœur qui battait frénétiquement. « Je pense que vous devez voir ça. Je pense qu'il appartenait à mon prédécesseur. » Au lieu de prendre immédiatement la tablette de données, elle regarda de son visage à l'appareil et vice-versa son expression illisible, alors que son esprit effectuait manifestement une douzaine de calculs différents. Sa queue qui reposait paisiblement commença à bouger lentement et sinueusement, frôlant le sol mousseux. Enfin, avec une grâce qui démentait sa taille énorme, elle tendit la main et prit le bloc de données de lui avec ses longs doigts écailleux. Et alors qu'elle commençait à lire, l'arboretum tomba dans un silence profond, seulement interrompu par le doux ruissellement de l'eau des feuilles de cristal au-dessus. Il observait son visage, cherchant une quelconque réaction. L'air semblait se refroidir. La douce lumière bleue de la caverne scintillait sur ses écailles, tandis qu'une aura palpable de rage commençait à émaner d'elle, et quand elle eut fini, elle resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux dorés fixés sur la dernière entrée, au nom de son rival. Il vit ses yeux se rétrécir, ses lèvres se presser en une ligne fine et dure, et un muscle de sa mâchoire tressaillir. « Visc » hurla-t-elle enfin le nom. Une malédiction empoisonnée sur ses lèvres, et ses collerettes s'évasèrent. Ses yeux lui montrèrent pour la première fois une peur authentique et débridée, un éclair de panique pure qui fut rapidement englouti par une vague de colère froide et brillante. Elle dit d'une voix basse et menaçante « Je me doutais, en référence aux rumeurs, aux mésaventures et aux maladies regrettables qui frappaient tout Ormondien prometteur. » Elle se tourna vers Fred, et les dernières traces de la relation entre la reine et le consort disparurent, laissant derrière elle la dure réalité de deux co-conspirateurs contemplant l'abîme. Je soupçonnais qu'il me sabotait, mais je n'avais aucune preuve. Il ne me permettra pas de réussir. La dynamique de leur relation a été irrévocablement modifiée cette nuit-là, le mur entre la reine et le consort s'effondrant complètement et laissant derrière lui la fondation brute et sans phare d'une alliance véritable et désespérée. Il nous verra tous les deux morts avant de permettre qu'un demi-sang soit nommé héritier. Les séances de stratégie formelle et la tournée éducative ont été remplacées par des réunions secrètes dans les chambres les plus profondes et les plus sécurisées du palais. Maintenant, un participant actif dans la politique de Neith Therin, la perspective cynique d'étranger de Fred s'est avérée être un grand atout alors qu'il se penchait sur le journal de Câlin comparant les observations paranoïaques de l'homme mort avec les généalogies politiques et les registres de la cour fournis par Lucie, cherchant des schémas des faiblesses et un moyen de riposter. « Il est trop enraciné », argumenta Fred, lors d'une session tardive, alors qu'elle se balançait d'avant en arrière devant l'énorme carte des étoiles qui dominait sa salle de stratégie privée. Trop de vieilles maisons sont sous son influence. Une allégation directe sans preuves irréfutables sera interprétée comme de la tyrannie et déclenchera une guerre civile que tu pourrais ne pas gagner. Elle voyait un survivant, pas seulement un pilote, et il voyait la brillante stratège sous l'extérieur royal, absorbant ses mots les pesant et les respectant. Lucie le regardait, la tête reposant sur une boucle de sa propre queue, ses yeux dorés suivant chacun de ses mouvements. Ils développèrent une étrange intimité, un lien forgé dans la fournaise de la conspiration, et pour la première fois, elle commença à le traiter comme un égal, plutôt que comme un moyen d'atteindre un but. Le grand fossé entre la biologie et la culture qui les avait auparavant séparés commença à sembler moins important que le terrain commun de survie qu'ils partageaient désormais. Lucie baissa finalement sa garde, une nuit entourée de tasses à moitié vides, d'un puissant stimulant nithérin et de cristaux de données éparpillés.
Elle posa sa tête dans ses mains et sentit le poids littéral et symbolique de sa couronne peser sur elle. « Mon père régnait par la peur », murmura-t-elle sa voix rauque d'épuisement et d'une profonde tristesse lancinante. Son trône était sûr parce que tout le monde avait peur de sa colère. Ils m'ont considéré comme un imbécile et ont qualifié mes sentiments de faiblesse parce que je voulais diriger avec dignité et établir une dynastie basée sur la loyauté plutôt que sur la peur. Quand Fred la vit si impuissante et complètement dépourvue de son autorité royale, il fut contraint de la consoler. Sans y réfléchir, il traversa la pièce et toucha son épaule écailleuse. Un choc de chaleur et de texture à la fois étranger et incroyablement rassurant, le contact était électrique. Avec un regard d'étonnement et de vulnérabilité qu'il n'avait jamais vu auparavant, elle le regarda, ses grands yeux dorés, écarquillés. Il y avait une effervescence d'attention dans l'air, sans rapport avec le danger ou la politique. Lentement, il se pencha en avant, lui donnant toutes les occasions de reculer, mais elle ne le fit pas. Un mélange d'alliance et d'urgence de chaleur humaine, et du goût métallique subtil de ses écailles, elle le rencontra à mi-chemin, ses lèvres douces contre les siennes dans un baiser étrange, hésitant et complètement charmant. Leur accord fut scellé par un baiser qui était plus un accord personnel profond qu'un accord politique. Leur objectif est devenu plus clair après ce baiser et leur plan a pris une forme nouvelle et plus audacieuse. Fred a eu l'idée principale du plan basé sur la paranoïa qui avait saisi son prédécesseur. Il expliqua « Nous devons utiliser leur propre tradition contre eux avec une assurance renouvelée dans sa voix. Nous avons besoin de quelque chose de dramatique de public, quelque chose auquel V ne puisse pas refuser de participer sans révéler sa propre lâcheté. » Il a suggéré un test de loyauté d'une époque plus brutale où les courtisans consommaient une seule goutte non létale de venin royal dans le cadre d'une épreuve de venin, un rituel ancien et dramatique dont il avait lu des récits dans les archives. La drogue était utilisée à Nittderins comme un puissant sérum de vérité à action rapide qui forçait l'utilisateur à donner une réponse honnête à une seule question. C'était une manœuvre politique, un moyen d'exposer les conspirateurs tout en la déguisant en coutume vénérée. Un sourire lent et menaçant se forma sur les lèvres de Lucie, tandis qu'elle écoutait ses yeux scintillants d'un feu froid et prédateur. La façon dont cela plairait à l'amour de la cour pour les droits anciens et les grands drames lui semblait brillante. Elle hocha la tête immédiatement, mais ensuite elle ajouta sa propre grande et effrayante tournure. Malgré leur intimité accrue, elle était toujours une reine qui jouait pour les enjeux les plus importants, comme sa manœuvre le lui rappelait. Elle répondit « Le piège doit être parfait », réduisant sa voix à un bas sifflement. « Votre dévotion doit être considérée comme incontestable et inébranlable pour être persuasive. Tu dois être le premier à passer l'épreuve. » La grande chambre était un tourbillon de silence oppressant et d'attente. L'effet du venin sur les non-Nittderins est imprévisible. Il pourrait submerger ton système. Il pourrait te tuer. Elle le regardait, son expression illisible, ses yeux dorés scrutant les siens. Elle répéta sa voix, ne laissant aucune place à la discussion. Un cercle silencieux, à plusieurs niveaux de courtisans, de nobles et de gardes, remplissaient le vaste espace cristallin, leurs écailles, de toutes les couleurs imaginables, scintillant et reflétant la lumière froide interne de la géode, transformant l'assemblée en une tapisserie vivante de joyaux et de menaces. Lord Visk dirigeait l'une des factions les plus puissantes, son écaille d'obsidienne semblant absorber la lumière autour de lui, un sourire suffisant et confiant sur ses lèvres minces, croyant avoir acculé sa reine et la forçant à un pari désespéré qui ne pouvait que résulter en son humiliation. Il observait Fred avec des yeux glacés et sans vie, convaincu que le frêle humain mourrait, soit du venin démontrant son inadéquation biologique, soit refuserait l'épreuve démontrant sa lâcheté et détruisant le pouvoir de la reine. De toute façon, il aurait atteint son objectif assurant sa place sur le trône. Debout à côté du dais central, Fred sentait les soies fines qu'il portait frotter abrasivement contre sa peau, l'air lourd du musc collectif de la cour reptilienne et du parfum de pierre polie,
et son cœur martelait un rythme frénétique contre ses côtes, un battement de tambour de terreur qu'il luttait pour cacher sous un masque de détermination sombre. C'était le moment. Le piège était tendu, et il était l'appât. Il regarda Lucie assise sur son trône d'obsidienne, l'incarnation du calme royal, mais il pouvait voir la légère tension dans sa mâchoire, la façon dont le bout de son énorme queue frémissait presque imperceptiblement contre le sol, et leurs yeux se croisèrent un bref instant, un échange silencieux et désespéré qui exprimait tout leur peur partagée, leur espoir fragile, et la terrible finalité irréversible du chemin qu'ils avaient choisi. Avec des mouvements lents et délibérés, un ancien Nithérin sage, le gardien des rituels, produisit un simple bol en pierre noire. Lucie plongea l'ongle aiguisé de son index dans le bol, laissant tomber une seule goutte iridescente de son venin royal dans le liquide clair à l'intérieur. C'était le point de non-retour. La goutte resta suspendue un instant, une perle scintillante de mort et de vérité, avant de se dissoudre avec un léger sifflement. Le gardien se tourna ensuite et s'approcha de Fred, ses vieux yeux reptiliens remplis de curiosité morbide et de pitié, tenant le bol à deux mains, la bouche de Fred sèche, ses paumes moites. Il se souvint de la soudaine vulnérabilité dans les yeux de Lucie, de l'étrange baiser hésitant qu'ils avaient partagé un moment de chaleur dans un monde de calcul froid. Il se souvint de la dernière entrée terrifiée du journal de Câlin à propos de la froide certitude de son propre meurtre si cela échouait. Il prit une profonde inspiration. Il lança à Lucie un dernier regard déterminé qui disait « Pour nous », puis il leva le lourd bol à ses lèvres. Le liquide n'avait aucun goût et était froid, mais dès qu'il toucha sa langue, ses veines commencèrent à brûler. Une douleur brûlante et incandescente qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas seulement de la douleur. La déclaration de guerre était biologique. C'était un poison qui déchirait ce qui le rendait humain, essayant de le défaire de l'intérieur. Alors qu'il tombait sur le sol poli, son corps tremblait de spasmes violents et incontrôlables, ses muscles se figeaient, ses nerfs hurlaient et un cri guttural jaillit de sa gorge. Sur le sol de cristal glacé, il se tordait, sa vision se brisant en 1 million de fragments kaléidoscopiques d'ombre et de lumière. Les bruits de la chambre s'estompèrent en un rugissement étouffant et lointain. Sa mort était imminente. Tout son corps la réclamait. Cependant, quelque chose d'autre commença à se produire alors que le poison traversait son système. Un événement complètement inattendu. Il éprouva une réaction inattendue au poison extraterrestre qui était destiné à ouvrir les centres de vérité dans un cerveau nitérien.